La Guinée-Bissau est arrivé ce matin. N'Djamena Umaru Sissoko Embalo a été accueilli à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par le ministre secrétaire général adjoint du gouvernement. Et peu après, il a été reçu par le président de la République Idriss Déby Itno, avec qui il a échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Un accord enfin trouvé entre le gouvernement et la plateforme syndicale revendicative. C'est à l'issue d'une rencontre entre le président de la République Idriss Déby Itno et les partenaires sociaux. Et puis le directeur général de la gendarmerie nationale a été installé ce matin. Jonathan Ounati Marcel remplace Idriss Mismouro. La cérémonie d'installation a été présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, Mahamat Abali Salah. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Le nouveau président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, a réservé sa première sortie au Tchad, arrivé à N'Djamena dans la matinée. Il s'est entretenu avec son homologue Idriss Déby Itno pendant environ 2 heures de temps. Le compte-rendu de cette visite avec Assira Namatingar. Tapis rouge et haie d'honneur pour Umaru Sissoko Embalo, le nouveau président de la Guinée-Bissau. C'est un Umaru Sissoko Embalo très détendu qui s'est jeté dans les bras de celui qu'il appelle affectueusement papa. Avant son investiture, le fils est venu auprès de son père chercher les recettes pour stabiliser son pays qui a connu plus de 40 années d'instabilité. Il ne s'est pas trompé du chemin. À l'image de la Guinée-Bissau, le Tchad a aussi connu des décennies d'instabilité avant que n'arrive au pouvoir l'homme du 1er décembre 1990 pour le stabiliser et le mettre sur la voie du développement. C'est un témoignage incontestable que sous le magistère du chef de l'État Idriss Déby Itno, l'homme qui puise ses forces dans le consensus et le dialogue, le Tchad a fait une mue totale et sert aujourd'hui de référence sur le continent africain et au-delà. Et comme le dit un adage, on ne pêche point quand on pêche par conseil. Le président Umaru est venu s'abreuver à une bonne source avant sa prise officielle de fonction à la magistrature suprême de son pays. Et il n'est pas sorti bréduit de ce long tête-à-tête qu'il a eu avec le chef de l'État, Idriss Déby Itno. Je suis venu ici le témoigner, mes respects et mes admirations, et de l'inviter aussi pour qu'il participe dans mon cérémonie d'investiture qui aura lieu le 19 février et prendre ses conseils. Comme vous le savez, que le président Idriss Déby, c'est des présidents qui sont très respectés en Afrique et au monde. Ça me fait grand plaisir de voir cette opportunité ou l'occasion de venir les rendre des visites. Et je les remercie beaucoup pour tout le soutien qu'il avait fait pour moi et l'appréciation aujourd'hui. Et tous les Tchadiens, je remercie tous les Tchadiens. Élu en décembre dernier, Umaru Sissoko Embalo, dont l'investiture est prévue en février 2020, est un homme politique bien connu dans son pays et au-delà, puisqu'il a déjà servi la Guinée-Bissau à de hautes responsabilités, notamment à la primature. Et justement, après cet entretien avec le président de la République, Idriss Déby Itno, le nouveau président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoko Embalo, a été raccompagné à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par le ministre secrétaire général adjoint du gouvernement, Hissène Brahim Taha. Les détails avec Noumadou Maïtalomadi. Le nouveau président de la Guinée-Bissau, nouvellement élu, a foulé le sol tchadien à 12h02. Le choix du Tchad n'est pas fortuit. Il a besoin de sages conseils pour faire face aux charges de la République qu'il a. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs, nous reviendrons un peu plus tard sur ce reportage.
Sachez également que le chef de l'État Idrissa Déby Itno a rencontré aujourd'hui les partenaires sociaux. Cette audience intervient après 4 rounds de négociations autour du président du Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points des revendications de la plateforme syndicale revendicative. Un accord est trouvé au sortir de la rencontre. Je ne vous en dis pas plus. Nasson Ouditi est au rapport. Le Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendication s'est réuni 4 fois au Palais de la République sous la houlette de son président, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République, Hissène Brahim Taha. Aucune avancée significative ne s'est dégagée de ces rounds de négociations. Et pourtant, le chef de l'État Idriss Déby Itno a exhorté les partenaires sociaux et le gouvernement à accélérer les négociations pour que les effets financiers de leur accord soient pris en compte dans le mandatement du salaire de janvier 2020. Un deadline est fixé au 10 janvier 2020. Ce mercredi 8 janvier, 48 heures avant le délai fixé, le président de la République Idriss Déby Itno ouvre ses portes aux partenaires sociaux et le Haut Comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur les points de revendication de la plateforme syndicale revendicative. Des discussions jaillissent toujours la lumière, dit-on. 1h30 de discussion où chaque partie a fait valoir ses arguments et c'est la délivrance. Mohamed Nasraddin Moussa, porte-parole adjoint de la plateforme syndicale revendicative, au sortir de la rencontre avec le chef de l'État. Nous avons sollicité l'arbitrage du président de la République. Le président de la République a tranché. Concernant l'AGS, le président de la République a donné 20% en janvier 2020 et 15% en juillet 2020, comme nous l'avons fait comme proposition, nous, au niveau des syndicats. Mais au niveau des primes et d'indemnités, le président de la République nous a dit, compte tenu du programme avec les partenaires financiers, il a proposé 15% en janvier 2020 et 20% en juillet 2020 toujours. Et les 15% des restes, c'est en janvier 2021. Brahim Ben Saïd, de la Confédération libre des travailleurs du Tchad, CLTT, appelle à la reprise du travail. Donc en 2 ans, on finit la totalité de ce que les travailleurs revendiquent. Le chef de l'État a réglé une injustice, puisque les AGS étaient prises sans un acte. Et vous savez, le chef de l'État est toujours contre l'injustice. Il a réparé une injustice. Donc les AGS sont remis à 100%. Pour nous, la situation est réglée, la situation sociale va reprendre comme il le faut. Avis partagé par Mohamed Tahir Hassan Gouchilaï, président de la Confédération syndicale du Tchad, CST, et porte-parole de la plateforme syndicale de dialogue social. Nous, en tant que plateforme syndicale de dialogue social, nous ne sommes pas partis en grève, mais nous demandons à nos militants de continuer le travail parce que le cadeau a été donné par le chef de l'État. Pour le facilitateur au sein du comité technique tripartite chargé de poursuivre les discussions sur le point de revendication de la plateforme syndicale revendicative, Ali Abbas Seki, il n'y a ni perdant ni gagnant et c'est le Tchad qui en sort grandi. On retient simplement que l'annonce faite par le chef de l'État à la veille du Nouvel An, qui était une annonce très forte en faveur des travailleurs, je pense que le président l'a réitéré de la même manière et aujourd'hui, il a accédé pratiquement aux desiderata des travailleurs et nous sommes sortis très contents. Dans les heures qui suivent, gouvernement et organisations syndicales signeront un protocole d'accord scellant ainsi un pacte social avec toutes les garanties qui l'entourent. Dorénavant, les grèves se conjugueront au passé. Les travailleuses et travailleurs seront appelés par leurs centrales syndicales respectives à se mettre au travail avec ardeur et rigueur pour permettre à notre pays de poursuivre sa quête de l'émergence.
Nommé au terme du décret numéro 002 du 2 janvier 2020, le nouveau directeur général de la gendarmerie, le général de brigade Jonathan Ounati Marcel, a été installé ce matin au cours d'une cérémonie par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah. Il remplace à ce poste le général de division Idriss Miss Mouro. Le ministre de la Justice, Jimmy Arabi, était également présent à cette cérémonie. Le point avec Aman Issakazina. Aussitôt arrivé, le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mahamat Abali Salah, passe en revue la troupe, ce qui marque officiellement le début de cette cérémonie. Sans plus tarder, Mahamat Abali Salah procède à l'installation du nouveau directeur général de la gendarmerie nationale, le général de brigade Jonathan Ounati Marcel, dans son poste. Occasion pour ces derniers d'exprimer sa gratitude au chef de l'État Idriss Déby Itno pour le choix porté sur sa modeste personne. Jonathan Ounati Marcel rassure de sa détermination d'œuvrer conformément aux orientations des plus hautes autorités du pays. En ce qui nous concerne, nous mettons tout en œuvre pour nous attacher à nos missions régaliennes. Il s'agira pour nous surtout de mettre en place une équipe très forte qui contribuera à la lutte contre le terrorisme, la délinquance et le banditisme de grand chemin qui perturbent la quiétude de nos paisibles citoyens dans nos villes et campagnes. Quant à vous, chers collaborateurs, ce qui doit crédibiliser notre marche, c'est le travail, et surtout le travail bien fait. La discipline et le respect de la hiérarchie seraient de rigueur, car les défis à relever sont énormes. Saluant la qualité du directeur sortant, qui selon son propre terme n'a pas démérité, le ministre Mahamat Abali Salah rappelle le nouveau directeur sur sa principale mission. Votre mission exige une persévérance et une obligation de résultats. Donc, donnez le meilleur de vous-même pour reconquérir la confiance de nos populations en posant des actes concrets, probants dans l'exercice délicat de maintien et de renforcement de la sécurité et de la consolidation de la paix sociale. Aussi bien en ville qu'en rase campagne, des responsables des gendarmes, vous devez agir avec dignité, impartialité, exemplarité, probité et faire preuve de neutralité et de respect. Les menaces sécuritaires qui pèsent sur notre pays sont asymétriques et leurs conséquences sur nos populations sont incalculables. À cela s'ajoute le conflit. Vous assurez la formation des jeunes et vous dotez des infrastructures de moyens roulants et nautiques pour vous permettre d'effectuer des opérations amphibies. Outre ces orientations, Mahamat Abali Salah insiste sur la conservation des acquis de l'état d'urgence et les actions tendant à cultiver la paix en milieu rural. Vous êtes tenu de continuer les œuvres déjà entreprises par vos prédécesseurs. Cependant, les faits brûlants de l'ère sont entre autres celui de conserver les acquis de l'état d'urgence, qui ont permis un accalmie relatif dans le pays. Les conflits intercommunautaires en général et agriculteurs éleveurs en particulier, mettant en route la cohabitation pacifique en milieu rural. Pour ce faire, la gendarmerie doit anticiper sur ces conflits avec ténacité, en termes d'action interministérielle pour appuyer le ministère de l'administration territoriale à travers ses services décentralisés et aussi la justice en vue de restaurer l'autorité de l'État. La présence d'un gendarme au milieu de nos populations doit être un gage de sécurité et non une incitation à la fuite. Le ministre a aussi exhorté les différents responsables de la gendarmerie au respect strict du code de déontologie, seul guide pouvant les aider à mieux accomplir cette exaltante mission.
Il n'a pas perdu de vue l'assistance de l'Union européenne et des autres pays amis au profit de la gendarmerie nationale. Un gigantesque défilé militaire a mis un terme à la cérémonie. Le Conseil extraordinaire des ministres du mardi 7 janvier 2020 a examiné un seul point. Il s'agit de l'apurement de la dette intérieure du Tchad. Le décryptage avec Gassissou Sakanga. C'est le tout premier Conseil des ministres de l'année 2020 et justement en sa séance extraordinaire du mardi 7 janvier a examiné un seul point, le plan d'apurement de la dette intérieure du Tchad. La dette intérieure ou dette domestique, pour dire simple, désigne l'ensemble des créances détenues par les agents économiques résidant d'un État souverain sur cet État. Dans son compte rendu, se basant sur le résultat de l'audit des arriérés et de la dette intérieure du Tchad et sur d'autres documents relatifs à la stratégie de gestion de la dette à moyen terme, aux priorités du gouvernement sur les 3 prochaines années et les projections des recettes et des dépenses sur les prochains exercices, le ministre de la Communication a fait savoir que le plan d'apurement de la dette se déroule en plusieurs points, notamment la présentation de la dette, l'approche retenue pour son apurement et la mise en œuvre de celui-ci. S'agissant donc de la dette, celle-ci s'élève à un montant brut d'un peu plus de 515 milliards de francs CFA pour 9 571 dossiers validés. Avec les créances fiscales de l'État sur certains prestataires d'un montant de près de 30 milliards de francs CFA, avec beaucoup de précision, la dette à apurer après compensation pourrait retomber à 485 milliards de francs CFA. Le porte-parole du gouvernement a précisé par la suite que ce plan d'apurement ne prend pas en compte la dette conventionnée vis-à-vis de la Banque des États de l'Afrique centrale BAC, qui se chiffre à près de 480 milliards de francs CFA. Il n'intègre pas non plus le remboursement de bons et obligations de trésor évalués à 392 milliards de francs CFA en décembre 2019, ainsi que les dettes conventionnées avec les banques commerciales qui obéissent à un échéancier de remboursement faisant partie intégrante des conventions signées. Pour ce qui est des modalités pratiques de mise en œuvre et de financement du plan d'apurement, en plus de 51 milliards de francs CFA prévus au titre de l'apurement de la dette intérieure en 2020, l'État recherchera les financements internes et externes sous forme de prêts et d'appui extérieur pour y faire face. Par conséquent, a annoncé le ministre de la Communication, les paiements prioritaires privilégient les dettes commerciales résultant des engagements volontaires et documentés de l'État tels que les dépenses d'investissement, les dépenses des biens et services, ainsi que les dettes sociales relatives notamment au montant dû au titre de capital d'essai civil et militaire, les salaires et accessoires, ainsi que les remboursements des frais médicaux des agents de l'État. Un autre détail important, certaines dettes sociales et les dettes jugées moins prioritaires verront leur paiement échelonné ou étendu. Le ministre Oumaria Haïtien a également relevé qu'il y aura une application de décote sur certaines créances et le paiement sera en numéraire. En français facile, comme ça se dit communément, les contribuables dont le montant de l'impôt sur le revenu dû ne dépasse pas un certain montant bénéficieront d'une décote qui permettra d'alléger ou d'annuler leur imposition. Notons aussi que tous les paiements sont conditionnés par les résultats des vérifications de l'Inspection générale d'État et du ministère des Finances et du Budget. En conclusion, le Conseil a retenu que la dette intérieure globale, y compris celle conventionnée vis-à-vis des banques commerciales et de la BAC, ainsi que les titres publics, se chiffre à 1412 milliards de francs CFA. Quant à la dette intérieure, objet du présent plan d'apurement, celle-ci s'élève à 515 milliards de francs CFA, se déclinant en dette relative aux investissements, dettes sociales, subventions et fonds de contrepartie, ainsi que les dettes liées aux condamnations judiciaires prononcées à l'encontre de l'État. Pour la relance de l'économie et pour le bonheur des opérateurs économiques tchadiens, le plan d'apurement de la dette a été validé par le Conseil. Le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Hayal, a reçu en audience le directeur commercial de Serum Institute of India. La question de l'introduction de 2 nouveaux vaccins contre la diarrhée et la pneumonie a constitué l'essentiel des entrevues entre les 2 personnalités. Damge Bidne Joël. Venu au Tchad explorer le terrain pour l'introduction des vaccins contre la diarrhée et la pneumonie, Vijay Patil, directeur commercial de Serum Institute of India, échange avec le chef du département de la santé publique et son staff. L'émissaire de la firme pharmaceutique indienne, l'un des plus importants fournisseurs de vaccins au monde, partage avec les responsables du ministère de la Santé le plan d'appui de son institution à la politique sanitaire du gouvernement. Si nous sommes
Aujourd'hui, ici au Tchad, c'est pour voir dans quelles conditions introduire 2 nouveaux vaccins. Il s'agit du rotavirus pour protéger les enfants contre la diarrhée et le pneumobile pour les protéger contre les infections de la pneumonie. Le ministre de la Santé publique se félicite de ces démarches de Serum Institute of India qui concourent à la protection des enfants contre la diarrhée et la pneumonie, deux principales causes de mortalité infantile. 70% des vaccins livrés au Tchad viennent de leurs usines. Sur les 8 vaccins, et ils livrent les 5 vaccins. Et pour la première fois, on a intégré 2 nouveaux vaccins que jamais n'a été utilisé au Tchad. Sachant que la question de la santé de la population et surtout celle infantile fait partie des priorités du gouvernement, le ministre de la Santé rassure que son département prendra toutes les dispositions pour que les enfants tchadiens bénéficient de ces vaccins. Dans la commune du 5e arrondissement, une campagne de sensibilisation sur le dépistage et les consultations gratuites vient d'être lancée. C'est à l'initiative de l'Association pour la bienfaisance pour le développement culturel et social en collaboration avec l'ONG turque Safket. L'objectif de cette campagne est de permettre aux couches défavorisées de se faire consulter et soigner gratuitement. Kalia Gavoudna. Par cette campagne, l'Association des bienfaisances pour le développement culturel et social et l'ONG turque Safkat voudraient, au-delà de l'humanitaire, soutenir la politique sanitaire du gouvernement. Sont prévus durant cette campagne des consultations et des dépistages gratuits. Un accent particulier sera également mis sur la sensibilisation concernant la santé maternelle, infantile et néonatale afin de réduire le taux de mortalité lié à ces dernières. Comme son nom l'indique, c'est pour la unième fois que l'ONG, Association de bienfaisance pour le développement culturel et social, intervient dans le cadre humanitaire à N'Djamena. Il y a lieu de saluer les initiatives de cette ONG. La directrice du centre de santé cohésien Soumaya Hissène Massar s'est dit honorée de la confiance accordée au centre de santé qu'elle dirige pour abriter la 2e édition de cette campagne. Pour elle, son équipe ne ménagera aucun effort pour consulter un maximum de patients durant le temps que durera cette campagne. La ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, Achta Dibrinsi, a visité ce matin les zones industrielles de Facha et celle de Gassi dans les communes du 1er et 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Accompagnée de ses collaborateurs, la chef du département en charge du commerce prend contact avec les responsables de ces différentes sociétés et recense également les principales difficultés qu'elle rencontre. Récit Variladji. Dans son agenda du jour, la ministre du Commerce, du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Achta Dibrinsi, cible 6 unités industrielles. La société de transformation des bottines en tôle et des tuiles et l'usine de fabrication de savons. La tchadienne des eaux embouteillées Life en réfection, la société de production d'huile d'arachide, une société privée chinoise, le complexe chimie sahélien import-export, Taïm Tchadienne, investissement industriel et minier. Cette société, quant à elle, produit des tuyaux et la société CEPEL, transformation, entreposage et travaux alimentaires, une unité de transformation de farine de maïs de marque Yes. Partout où la délégation est allée, elle a échangé avec les responsables de ces différentes unités de transformation des produits et de fabrication des matériels. Je suis sincèrement émerveillée. Parce que si nous étions restés au bureau, je n'aurais pas eu à apprécier la réalité de tout cet effort qui a été déployé au niveau du Tchad. Parce qu'il y a certaines sociétés qui ont obtenu une convention d'établissement et par conséquent qui ont obtenu certaines facilités en termes d'exonération. Mais il y en a qui n'ont pas du tout obtenu de subventions, de conventions d'établissement, mais qui ont payé la terre, qui ont payé tout l'équipement qui a été installé et qui payent également la matière première en toute taxe. S'agissant des difficultés énumérées par les responsables des différentes unités industrielles, la ministre du Commerce réitère l'engagement de son département en faveur des investisseurs. Nous avons donc l'obligation de les soutenir, de les encourager, parce que ça produit de la valeur ajoutée. Ces entreprises payent des impôts et taxes à l'État. Ces entreprises embauchent nos enfants. Et donc nous avons l'obligation de soutenir ces entreprises.
Autre volet de l'intervention de la ministre du Commerce est orienté vers les populations. Étant les principaux consommateurs, elle les invite à consommer les produits locaux afin d'encourager les opérateurs économiques tchadiens d'accompagner la politique gouvernementale qui, selon laquelle, consiste à orienter les investisseurs étrangers au Tchad pour le développement du secteur privé resté vierge. Et puis la teneur de quelques communiqués avant de poursuivre cette édition. Le ministre du Pétrole, des Mines et de l'Énergie, Mahamat Amekwa, prendra part du 8 au 17 janvier 2020, respectivement à la 10e Assemblée générale de l'Agence internationale des énergies renouvelables, en collaboration avec le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement, à la semaine de durabilité et au sommet mondial du futur énergie à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis. Ce communiqué émane de la direction de la communication du ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie. Et dans un autre communiqué de presse, sachez que le ministre de l'économie et de la planification du développement, Dr Issa Doubragne, a reçu ce mercredi 8 janvier 2020 Madame Jessica Davisba, chargée des affaires à l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad. Madame Jessica Davisba est venu s'entretenir avec le responsable en charge du département de l'économie et de la planification du développement au sujet du nouveau programme pluriannuel d'assistance bilatérale de l'USAID et programme d'aide étrangère des États-Unis au Tchad. Le ministre de l'économie, dans ses échanges avec ses illustres invités, requiert l'appui des États-Unis d'Amérique pour la mobilisation des ressources innovantes et d'asseoir un partenariat de coopération gagnant-gagnant entre les deux parties. Ce communiqué est signé de l'attaché de presse et relations publiques Djirabeta Paul Auguste César. Lancement ce matin à la Maison de la Femme du projet alphabétisation fonctionnelle des femmes membres des organisations paysannes. Les travaux ont été lancés par le directeur de l'alphabétisation, éducation inclusive et promotion civique, Mahamat Al-Boukari Oumar. Reportage Falambi Soulgan. Renforcer les organisations paysannes et les capacités techniques et économiques des femmes dans leurs activités par la formation professionnelle et l'alphabétisation est la mission que s'est assignée le projet alphabétisation fonctionnelle des femmes membres des organisations paysannes. Pour Laurence Mortier, représentante de la FDI, sa structure est disposée à accompagner les organisations paysannes féminines au Tchad pour leur autonomisation. Le directeur général de l'alphabétisation du ministère de l'Éducation nationale rassure que le gouvernement fait de l'épanouissement de la femme sa priorité. L'alphabétisme et les inégalités d'accès à l'éducation sont le reflet et renforcent les inégalités entre les hommes et les femmes, et plus particulièrement dans le monde rural. Ce constat a amené le gouvernement de la République du Tchad à mettre un accent particulier sur l'éducation des filles et des femmes, ainsi que sur l'alphabétisation. Le projet alphabétisation fonctionnelle des femmes membres des organisations paysannes entend d'ici 4 ans alphabétiser et former 2100 femmes, encadrer 72 paysannes qui animeront à leur tour de groupes de productrices pour la gestion financière de leurs activités, former 120 femmes leaders locales et disposer d'une méthode d'alphabétisation innovante. Le projet sera exécuté dans les régions du Logone occidental et du Mandoul. Et puis le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, a présidé lundi dernier la cérémonie de remise de moyens roulants et équipements informatiques à la délégation provinciale à l'enseignement supérieur et à la jeunesse de la dite province. Du matériel offert par le projet d'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Tchad. Reportage Djada Choukou. Le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, à travers la seconde phase du projet d'appui à la réforme du secteur de l'éducation au Tchad par CED2, a offert des moyens roulants et informatiques au personnel du secteur éducatif du Kanem. Ces dons est constitué de plusieurs motos, des ordinateurs, des imprimantes et bien d'autres matériels. Dans sa présentation, le représentant du délégué à l'enseignement et à la jeunesse, Ahmed Abdoulaye, a dit que ces matériels permettront aux bénéficiaires d'assurer un encadrement de proximité aux enseignants du primaire et aussi de collecter régulièrement des données statistiques fiables sur les écoles.
Ahmed Abdoulaye de poursuivre que ces matériels doivent être utilisés conformément aux termes de l'arrêté portant réglementation du suivi pédagogique et conformément à la note circulaire relative à la réorganisation des secteurs d'animation pédagogique. Le gouverneur de la province du Kanem, Hassan Terap, conscient des maux dont souffre l'éducation et les difficultés que rencontrent les personnels de ce secteur, a apprécié à sa juste valeur. Le gouverneur demande aux bénéficiaires d'utiliser en bonne échéance ces matériels et qu'ils s'engagent personnellement au suivi afin de fournir des données de qualité. Pour finir, le gouverneur Hassan Terap a prodigué des conseils aux enseignants présents et inspecteurs pour un enseignement de qualité aux élèves car ils sont les futurs cadres du pays. Le sultan du Darwadaï, Sa Majesté Chérif Abdelhadi, a effectué les 3, 4 et 5 janvier dernier une tournée de sensibilisation sur la cohabitation pacifique dans quelques villages de sa localité. Les détails avec Habib Ahmad Adam. La rencontre a commencé par la lecture de versets coraniques avant le mot de bienvenue présenté par Mohamed Hassan Adam qui a remercié le sultan de cette visite dans leur localité. Le chef de canton Bourtaï, Ahmad An-Nadif et Cheikh Adam Ahmad ont parlé de l'importance de la cohabitation pacifique et le vivre ensemble. Ils ont également remercié la population de Kacha pour cet accueil chaleureux qui reflète les valeurs traditionnelles que prend le Wadaï en général et le village Achigin et Kacha en particulier. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Wadaï, Cheikh Abdoulaye Issaqa Mohajir, a parlé de l'histoire de l'école coranique dans ces localités. Abdoulaye Issaqa Mohajir n'a pas manqué de demander aux parents d'envoyer leur progéniture à l'école afin de participer au développement de leur localité. Le sultan abbasside du Darwadaï, Chérif Abdelhadi Mahadi, a mis l'accent sur le droit de la femme, fondement d'une nation. Il a ensuite parlé de l'éducation qui doit être les premières préoccupations des parents. Chérif Abdelhadi Mahadi a également évoqué le sujet d'eau potable, de la santé, de l'agriculture, de l'élevage, la paix et l'égalité entre les citoyens. Il a enfin demandé à la population de Kacha et Achigin de s'entraider pour contribuer au développement de leurs localités respectives. Rappelons que la course des chevaux au village Achigin et la remise des cadeaux composés des objets traditionnels au sultan du Darwadaï ont mis terme à la cérémonie. L'ONG turque Diane Wakfi, en collaboration avec l'association Ayadi, a mis à la disposition des populations de la province du Hadjanamis 5 châteaux d'eau. Ces châteaux ont été inaugurés par les autorités et la population bénéficiaire. Mohamed Oumar Moursal. Après la province du Chari-Bagirmi, l'ONG turque Diyanet Wakfi a investi la province de Hadjanamis pour inaugurer des châteaux d'eau dans différents villages, à savoir Derkinagaa, Amdagargar, Kanjorti et Amshoga. Ces châteaux ont la capacité de 14 mètres cubes et sont reliés par des panneaux solaires, des joyaux qui permettent à la population d'étancher leurs reçoives et abreuver leur bétail. Le représentant de l'ONG Diyanet Wakfi a profité de l'occasion pour saluer la coopération ajustante entre la Turquie et le Tchad. Ousmane Tourouk invite les bénéficiaires à faire bon usage pour le bien-être de leur localité. Pour le secrétaire général de l'association Ayadi Al-Iqwa, Mustafa Mohamed Ambadi, ce partenariat avec l'ONG turque vise à promouvoir le développement du monde rural pour appuyer la politique sociale de l'État. L'ONG turque Diyanet Wakfi intervient dans les œuvres sociales pour satisfaire les couches vulnérables. La chef de service apprentissage du FONAP, Fonds national d'appui à la formation professionnelle, Falmata Danambaye, a ouvert hier l'atelier de formation des jeunes par apprentissage en préparation de maintenance des smartphones, une formation au profit des jeunes membres de l'organisation des bâtisseurs de l'avenir. Les détails avec Abdelhadi Mohamed Saleh Babayarou. C'est un atelier de formation en technique d'apprentissage, de maintenance des appareils organisé par l'organisation des bâtisseurs de l'avenir au profit des 17 jeunes de la dite organisation. Pour le président de l'organisation des bâtisseurs de l'avenir, la voie de l'apprentissage des jeunes
et celle qui soit à même de favoriser l'intégration des jeunes dans les milieux professionnels. Ouvrant les travaux, les chefs de service apprentissage du FONAP situent l'importance de cette formation. En organisant cette formation, le FONAP vise deux objectifs. Contribuer au développement des aptitudes professionnelles et à l'auto-emploi des jeunes. Cette démarche s'inscrit dans la droite ligne du PND 2017-21 prôné par son Excellence M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour faire du Tchad un pays émergent à l'horizon 2030. Falmata Danembay invite les partenaires techniques et financiers à accompagner le FONAP dans le développement et l'insertion sociale des jeunes. L'usure excessive des billets de banque de 500 francs et 1000 francs ainsi que des pièces de monnaie se fait sentir à N'Djamena depuis quelque temps déjà. Une situation qui ne favorise pas les transactions et les activités commerciales. Un tour dans la ville a permis à notre reporter Abdoul Keoul de faire un constat. Suivez. Dans cette station de pompage d'essence, les consignes sont claires. Si on l'est en cas de gros billets, faute de petits coupons, le gérant est contraint de ne pas servir la clientèle. Parfois, les clients fuient à cause de la monnaie. Maintenant, exemple, le papa vient, il vaut pour 1000 francs, il a 10 000. Et il n'y a pas monnaie, Et parfois, certains clients nous prennent, c'est comme si on a les monnaies, on ne veut pas les donner. Et à la banque, au lieu de nous donner les petits coupons, on leur donne toujours de gros billets. On a envoyé presque 1 million pour les petits coupons, on ne donne pas. Les consommateurs, de leur côté, se disent exaspérés par cette situation qui, selon eux, n'a que trop duré. Ça, c'est la 3e station que j'ai passée pour prendre l'essence, mais on m'a dit qu'il n'y a pas de monnaie. Je viens là, il n'y a pas de monnaie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème de monnaie, là, se pose énormément, quoi. On souffre à cause de ça. Même constat au parc de transport urbain. Là aussi, l'usure des petits coupons s'est fait durement sentir. Les commerçants, les taximens, les clandomènes font difficilement face à cette situation, car leur chiffre d'affaires est en chute libre. Vraiment, on rencontre des difficultés de la monnaie. Surtout, il n'y a même pas de jetons. Parce que les gens souffrent avec problème de monnaie là. Cette raréfaction des billets de 500 et 1000 francs en N'Djamena, qui met à mal les échanges commerciaux, s'explique par plusieurs facteurs. Les causes les plus connues qu'on peut peut-être identifier, c'est peut-être l'apparition de ce phénomène de paris, où les gens font des paris, et surtout donc les salles de jeu. Et que ces monnaies, dès qu'elles rentrent dans ces salles de jeu, elles ne sortent pas. Une situation très compliquée, parce qu'elle a des conséquences d'abord sur l'économie locale, étant donné que notre économie est connue pour être une économie informelle donc pour sa grande partie, et également sur le faible revenu des citoyens. Pour Amadji Damamat, le pouvoir public est conscient de la situation. La dernière réunion des autorités monétaires, notamment de la Banque centrale, avec toutes les banques nationales centrales, la question a été posée. Je crois que, d'après mes investigations, même la Banque centrale nationale au Tchad, elle avait même exigé aux banques primaires, quand ils ont pris donc la somme qui leur revient, une partie, ils doivent le prendre impérativement en monnaie, donc en petites pièces. En attendant qu'une solution ne soit trouvée, le problème des raretés des petits billets continuera à sévir dans la capitale, voire sur toute l'étendue du territoire. La grande cérémonie des Awards CAF 2019 s'est déroulée hier soir au Caire en Égypte. Une cérémonie qui récompense les meilleurs joueurs du continent africain. Notre chroniqueur sportif, Dionodi Nestor, nous en parle. Toutes nos excuses, chers téléspectateurs. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur cette cérémonie des Awards CAF 2019. Sachez également que la dépouille de l'ancien Premier ministre Joseph Dadnadji est arrivée ce matin à Koumra. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée également ce jour en présence de sa famille biologique, politique ainsi que du gouverneur de la province du Mandoul. Tanguy Ngueta Félix.
La dépouille mortelle de l'ex-premier ministre Joseph Djimranga Dadnaji, décédé le 31 décembre 2019, est arrivée à Koumra ce 8 janvier 2020 à l'aérodrome de Koumra. Elle a été accueillie par Madame le gouverneur de la province du Mando, Lucie Biasemdan, entourée de ses proches collaborateurs civils, militaires, hommes politiques, parents, amis militants du parti cadre d'action populaire pour la solidarité et l'unité de la République en Capsule, avec à leur tête Asro Kaimbe Bimber. De l'aérodrome situé à 8 km, le cortège de la dépouille mortelle de l'illustre disparu Joseph Djimranga Dadnaji, long plus de 2 km, s'est ébranlé pour Koumra, où un recueillement d'une demi-heure a été observé au domicile du dauphin au quartier Goulet de Koumra. 10h30, départ pour Bébopène dans le département de Mandoula occidental, où Joseph Djimranga Dadnaji, cet homme politique originaire du Mandoul, décédé à l'âge de 65 ans, est inhumé à Bébopène, village natal. Je le disais, la grande cérémonie des Awards CAF 2019 s'est déroulée hier soir au Caire, en Égypte. Une cérémonie qui a permis de récompenser les meilleurs joueurs du continent africain. Diano Nestor. L'Afrique a un nouveau roi dans le domaine footballistique. Il s'agit du Sénégalais Sadio Mané. Pour la première fois de sa carrière, le Sénégalais Sadio Mané a été élu ce mardi 7 janvier 2020 meilleur joueur de l'année 2019. L'attaquant sénégalais de Liverpool, Sadio Mané, l'un des plus grands joueurs dessus du Ballon d'Or 2019, s'est consolé avec le titre de meilleur joueur africain attribué au cours d'une grande cérémonie organisée en Égypte. Âgé de 27 ans, Sadio Mané a fini meilleur buteur de la saison 2018-2019 de la Première Ligue avec 22 buts. Il a fait au total 34 buts pendant l'année 2019 et a réalisé 12 passes décisives en 61 matchs. C'est la première fois que Sadio Mané décroche cette récompense après El Hadji Diouf en 2002. Chez les entraîneurs d'une équipe masculine, l'honneur revient à Djamal Belmadi, de nationalité algérienne, qui reçoit la récompense de l'année 2019. Considéré comme le grand artisan du sacre de l'Algérie à la CAN 2019, le sélectionneur de Phoenix devance Aliou Cissé, l'entraîneur sénégalais. Avant de devenir entraîneur, Djamal Belmadi, âgé de 43 ans, évoluait comme milieu de terrain en Algérie. Au football féminin, c'est l'attaquante nigériane Assissa Ashwala qui a été sacrée meilleure joueuse africaine. Dans sa performance, Assissa a atteint la finale de la Ligue des Champions avec son club Barcelone. Elle a également permis à son pays de sortir des poules lors du Mondial 2019 en France. Vu la performance de ces talentueux Africains, l'Afrique peut être fière de ses enfants, car rien n'est impossible pour celui qui croit. Sur ce se referme cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur Télé Tchad. Le président du comité d'organisation, Mamad Abakar.